dernières semaines, nous avons parcouru les États-Unis pour découvrir quelques secrets locaux et dénicher les meilleurs forgerons du pays. Après 4 compétitions particulièrement intenses, les meilleurs forgerons des forges du Texas, du Montana, de Caroline du Nord et du Michigan par l'un de nos juges vont mener leur dernier combat dans notre propre forge. Que c'est chaud! Avec 20 000 $ en jeu et 10 000 $ d'équipement pour leur atelier, qui va remporter le premier titre du meilleur forgeron sur la route? Je m'appelle Blake Maddox, je représente Combat Ready Art, situé à Kalamazoo dans le Michigan. Cette aventure a été riche en rebondissements. Au premier tour, mon point, mais j'ai quand même remporté la manche, parce que mon adversaire n'avait pas respecté les critères imposés. J'ai remporté le second tour et maintenant je suis en finale. Je m'appelle Jason Bevans. Je suis fier de représenter l'école John C. Campbell Folk de Caroline du Nord, ici, à la forge du meilleur forgeron. Cette aventure est incroyable. J'ai rencontré des gens formidables et je suis en finale grâce à ma fourche. J'espère arriver au bout de cette compétition. Je m'appelle Jack, l'école Bill Moran de Texarkana. J'ai remporté les 2 premiers tours, mais je suis un peu inquiet à l'idée d'affronter de nouveaux adversaires. Et pourtant, j'ai déjà l'impression d'avoir remporté le titre de meilleur forgeron. Je m'appelle Silas Maddox. Je représente la New Agrarian School de Big Fork, dans le Montana. Je suis un compétiteur dans l'âme. Et je sens que je ne suis qu'à un cheveu des 20 000 $. Mes compétences et mon expérience de forgeron sont mes meilleures armes. La bienvenue dans notre forge. Vous êtes tous les 4 démarqués lors des compétitions dans vos états respectifs. Vous êtes ici pour la finale du tournoi. Un seul d'entre vous pourra décrocher le titre de champion de la compétition, remporter 20 000 $ et rapporter 10 000 $ de matériel à la forge qu'il représente. La finale va se dérouler en 3 manches. Chacun d'entre vous représente l'un de nos juges et ce sont eux qui décident à la fin de chaque manche. Messieurs, vous avez tous un style qui vous est propre. Votre région d'origine et les forges dans lesquelles vous avez travaillé ont joué un rôle important dans le développement de vos compétences de forgeron. Par conséquent, plutôt que de vous faire forger une arme en particulier, nous avons décidé aujourd'hui de vous laisser fabriquer la lame de votre choix, dans le style de votre choix, à l'aide de ces matériaux. Table remplie d'acier de qualité à haute teneur en carbone pour vous permettre de forger votre lame. Il y a des ressorts, des roulements à billes, il y a vraiment tout ce dont vous pourriez avoir besoin. On vous demande juste d'utiliser une technique spécifique de soudure à la forge. C'est vraiment génial. Il y a des marteaux de forgeron, des ressorts, des hameçons et des chaînes. Je vais prendre ce qu'il me faut et faire de mon mieux pour fabriquer une belle lame. Messieurs, après la deuxième manche, vos lames passeront entre les mains de nos juges une série de tests. Ils vérifieront leur résistance face à des rondins de bambou et leur tranchant dans le fameux test des cartes. Bonne chance, la première manche démarre maintenant. C'est parti. Chacun de vous a un poulain dans cette finale. Pour Jay, c'est Jack. Pour Ben, Jason. Pour Dave, Silas. Et pour Doug, Blake. Ils m'ont tous impressionné lors des premiers tours. Donc tout est possible. Il y a beaucoup d'acier sur cette table. Lisez une lame en acier de Damas. Jason représente l'école John C. Campbell de Brasstown. Ben, que penses-tu de lui? Vous leur aviez demandé de fabriquer un couteau de forge en apportant une touche artistique au manche. Jason est le seul à avoir réalisé un manche réellement travaillé et original. Ses compétences techniques et artistiques font de lui un concurrent solide. Il fait chaud. Je décide de réaliser un acier à motif. C'est ma spécialité. C'est par Jake. C'est le seul forgeron de la finale qui a dû réaliser 350 couches d'acier. Et il a réussi les doigts dans le nez. Les soudures à la forge de Jake étaient absolument impeccables. J'attends que ma lame atteigne la bonne température. Je vais réaliser une lame en acier de Damas. J'ai 13 couches. Toutes les pièces font la même taille. Je n'ai plus qu'à réaliser ma soudure à la forge. Celui-là, c'est un forgeron talentueux. Sa hache était une petite œuvre d'art harmonieuse. Elle était vraiment agréable à manier. Un petit bijou. Je parie sur lui. Il faut que ça chauffe. Ça va chauffer dans la forge. Je vais réaliser une lame en acier de Damas. Avec 13 couches d'acier. Je suis né le 13 du mois. C'est mon nombre porte-bonheur. Je l'utilise dès que l'occasion se présente. Jake est le dernier à la soudeuse. Malheureusement, il n'a pas utilisé de serre-joint pour fixer son support et sa pile se désolidarise un peu. C'est une erreur récurrente. On a déjà assisté à ce genre de situation où la première soudure ne tient pas le coup. Donc, que penses-tu de cette soudure? Il tâtonne un petit peu, mais il a plus d'un tour dans son sac. Il a fabriqué un poignard de Macbeth et son épée a fait ses preuves lors du dernier tour.
C'est dingue. On a réuni 4 forgerons de 4 régions différentes des États-Unis et ils décident tous de faire de l'acier de damas. Comme si on commandait tous la même chose au restaurant. J'aimerais replier ma billette au moins une fois. J'ai environ 18 couches d'acier, donc ça devrait me donner au moins 30 ou 40 couches au total, je dirais. J'espère que ça plaira au juge et que ça me fera gagner des points. Jason est le seul à replier sa billette. Tous les autres ont choisi la facilité. Quand on affronte 3 adversaires de taille, pourquoi ne pas faire un... Honnêtement, si 2 lames réussissent les tests, mais que l'une d'entre elles a un motif plus travaillé, devinez pour qui je voterai. C'est vraiment génial. Je me régale. Jake passe à la presse. Il s'attaque à la totalité de sa billette. Je serais très surpris s'il ne la replie pas une fois sur elle-même. J'en doute fort. C'est une erreur. Il se contente de la facilité. En finale, c'est pas comme ça qu'on remporte 20 000 $. Quand ça paraît évident, ça donne une manière forte. Monsieur, il ne vous reste plus que 2 heures. À la presse. Tu t'en sors, mon petit Jake? Je réalise une lame en acier de Damas, et je tiens à ce que le motif soit visible et stylisé. Je prends la suite. Je veux que ma soudure à la forge fasse bien ressortir les différentes couches et qu'on voit des lignes horizontales le long de la lame. Attendez, Silas a bien commencé sa soudure à la forge avec sa billette à l'horizontale. Verticale. Ouais, ce n'est pas facile à réaliser. Il faut faire pivoter la billette de 90 degrés de manière fluide. Avec une soudure de ce type, les couches ont plus de risques de se dissocier. C'est pour ça qu'il a pris son temps à chaque étape. Lorsqu'on manipule du métal et qu'on veut créer un motif en particulier via une technique spécifique, cela demande des compétences assez poussées. Je suis forgeron de profession. Je peux m'appuyer sur mes compétences et mon expérience dans cette compétition. J'espère que ça m'apporte... Les autres candidats sont en avance sur moi. Ma billette met longtemps à atteindre la température que je recherche. Je perds du temps. Je vais aller à la presse pour essayer d'accélérer les choses. C'est parti. Il passe à la presse avec sa billette de pise. Je stresse à fond. Le passage à la presse est une étape clé et je n'aurai pas le temps de tout recommencer. La soudure semble bien se dérouler. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. J'ai décidé de fabriquer un joli couperet Bowie, parce que j'en ai déjà réalisé un certain nombre. Il va pas de ma morgue. En levant les yeux, je vois que Grady est surpris par ma puissance. Ça ne saute pas aux yeux parce que je suis mince, mais j'ai des muscles. Je ne pense pas que Jake pourra tenir ce rythme bien long partout à une vitesse vraiment incroyable. Je suis décoiffé. Je vais faire un couperet Bowie avec un joli arrondi. Regardez la couleur de la billette de Silas. C'est vraiment magnifique. Silas met une super ambiance dans la forge. Et à fond, mec, t'as l'air survolté. C'est la chaleur qui me gagne. La billette est encore relativement épaisse. Il n'y aura pas de délamination. Je devrais pouvoir rattraper ça à la disqueuse. Il passe la totalité de sa billette sur la bande. Il fait seulement des mouvements de va-et-vient. Il faudrait qu'il génère beaucoup plus d'étincelles que ça. À la vitesse où Blake avance, il est largement en retard par rapport à ses 3 adversaires. Il doit travailler beaucoup plus vite. Ouais. Allez, tu peux le faire. Je donne tout. Tu peux le faire. Messieurs, il vous reste 1 heure. Jake est le premier à faire des va-et-vient. Plus il fait d'un-coup, plus il risque d'avoir des anomalies. J'ai chaud patate. Une fois ma trempe réalisée, je vois que ma lame prend un mauvais tournant. Il va falloir que je remédie à ça très rapidement. Si l'anomalie est trop importante ou si la lame se fissure, je devrais tout recommencer à zéro. Oh, ça sent pas bon. En manipulant ma lame, je sens que tout est rentré dans l'ordre. T'as obtenu jusque-là. Je peux passer à la disqueuse. C'est parti. Impeccable. C'est dans la poche. L'heure tourne. Je dois passer à la disqueuse. Messieurs, il ne vous reste que 30 minutes. Silas a décidé de percer sa lame avant la trempe. C'est plus facile de percer la lame avant de passer à la trempe. Je vais aller un peu vite sur cette étape. J'espère que je vais pas m'en mordre les doigts. Excellent. Ça, c'est de la trompe. C'est le 3e à réaliser sa trempe. On attend Blake. J'ai passé un long moment à la disqueuse, mais ma lame est encore assez épaisse. Tant pis, je dois la faire chauffer et passer à la trempe. Tout va se jouer sur cette étape. J'espère que ma lame ne va ni se tordre ni se déformer. Je n'ai entendu aucun bruit déplaisant. Je pense avoir réussi ma trempe. Je suis vraiment soulagé. 5, 4, 3, 1.
éteignez vos machines et posez vos outils. L'épreuve est terminée. Oh, c'était une sacrée épreuve. Bien joué. Toi aussi. J'ai adoré. À la fin du décompte, je regarde ma lame. On voit bien le motif. Je n'ai pas beaucoup de couches. Oui, ce n'est pas l'acier de Damas le plus réussi que j'ai fait, mais j'ai respecté tous les critères imposés, donc je suis ravi. Messieurs, on vous a donné 3 heures pour réaliser l'arme de votre choix dans l'acier de votre choix. Et vous avez fait de Damas. Vous avez tous respecté les critères imposés, mais il est temps de déterminer qui ne participera pas à la deuxième épreuve. Blake, veuillez remettre votre lame. Blake, vous avez réalisé une lame relativement standard. Le motif de l'acier de Damas n'est pas particulièrement riche, et votre lame est encore un peu trop épaisse. De plus, il y a des délaminations au niveau de la pointe. J'aimerais que vous profitiez de l'épreuve suivante pour afficher de l'acier de Damas. Félicitations. Merci pour ce retour. Jason, à vous de remettre votre lame. Jason, parlons un peu de votre lame. Tout d'abord, je vous félicite car vous avez pris un risque. Vous avez replié votre billette pour augmenter le nombre de couches, et ça se voit. Dans cette compétition, on attend que vous vous surpassiez. La forme de votre lame est réussie. Il ne reste plus qu'à l'affiler. Continuez comme ça. Jake, à vous de remettre votre lame. Blake, c'est du beau travail. J'ai apprécié votre manière de travailler. L'acier à bonne allure. Par contre, j'ai des réserves sur votre manche. Il est bien réalisé, mais il me semble un peu lourd. Peut-être qu'il faudrait le raccourcir. Globalement, c'est encourageant. Merci. Et pour finir, Silas, à vous. Silas, plusieurs éléments ont attiré mon attention. La forme recourbée de votre lame est particulièrement harmonieuse et audacieux dans la réalisation de votre Damas, en travaillant votre billette dans les 2 directions. Je vous félicite. En ce qui concerne le manche, il est très long. Il faudrait que vous arriviez à le rendre plus agréable à tenir, mais sinon, vous avancez dans la bonne direction. Merci bien. Messieurs, cette compétition a démarré dans vos propres forges, où vous avez chacun affronté et éliminé 2 collègues. Vous avez tous fait du bon travail dans cette première manche, mais on doit déterminer qui ne participera pas. Le forgeron qui va nous quitter est... Blake, votre lame n'était pas de taille, Doug va vous dire pourquoi. Blake, de votre forge située à Kalamazoo à notre forge, j'ai pris plaisir à vous voir relever les défis qui s'offraient à vous. Mais aujourd'hui, votre lame est la moins aboutie, et c'est pour cela que vous êtes éliminé. Je comprends. Blake, merci d'avoir participé à cette compétition. Malheureusement, il doit quitter la forge. Bien sûr. Je suis un peu déçu, mais je m'y attendais. J'aurais adoré offrir 10 000 $ de matériel à Combat Ready Art et remporter 20 000 $ après tous les efforts que j'ai déployés. Mais je suis fier de mon travail et peut-être qu'un jour je reviendrai. Messieurs, félicitations. Vos efforts lors de cette manche ont payé et vous passez à l'étape suivante de la finale. Pour la deuxième étape, vous allez ajouter des manches à vos lames parfaitement fonctionnelles. Mais on vous a réservé des surprises. Au lieu d'avoir 2 heures pour terminer votre lame, on ne vous laisse que 90 minutes. Ah ouais. Je suis plus stressé maintenant qu'au début de la première épreuve. À la fin de l'épreuve, vous remettrez vos lames à nos juges et ils testeront leur résistance sur des rondins de bambou et leur tranchant avec le test des cartes. 90 minutes, c'est très court pour terminer vos lames et le compteur démarre maintenant. C'est parti! 90 minutes pour aiguiser la lame, la nettoyer, fixer le manche, lui donner forme et obtenir un bon tranchant, c'est costaud. Jason aiguise sa lame à la disqueuse et génère de belles étincelles. Je pense que les juges veulent voir des lames achevées, donc je dois réaliser mon manche aussi vite que possible. Je veux vraiment gagner cet argent. 30 minutes de découpe. Que c'est long. Jake prépare une petite... Ça va être suffisant pour une lame de 35 cm? Pour le type de manche que Jake fabrique, il faudrait quelque chose d'un peu plus large, avec un revêtement qui accroche bien. Ce serait bien. J'aimerais avoir plus de temps, mais je me sens confiant. On va y arriver, c'est faisable. Le manche de Silas est beaucoup trop long. On devrait vraiment le raccourcir et le ressouder. Ce serait la meilleure chose à faire. Ben m'a dit qu'il trouvait mon manche un peu long. Mais je vois pas ce que je pourrais faire pour améliorer ça. Je ne pense pas que Silas va raccourcir son manche. Il l'a déjà bien pensé. Mon manche est plutôt agréable à tenir. Je vais essayer de le rendre le plus fonctionnel et maniable possible. J'espère ne pas m'en mordre les doigts. Maintenant que ma lame a la bonne épaisseur, je vais pouvoir peaufiner le manche. C'est le bon côté, non? Non. Appliquer ma résine époxy sur le mauvais côté de la pièce. Et c'est reparti. Ah, on dirait que Jason rencontre quelques difficultés avec son manche. On dirait un débutant.
mais je vais m'en sortir. Mais non, c'est de ce côté, et quand on se trompe, il faut tout recommencer. Si je devais donner un conseil utile, ce serait de toujours se noter des repères précis sur chaque pièce pour éviter ce genre de bourde. J'ai fini par m'y retrouver dans l'organisation de mes pièces, mais je suis un peu confus. Dernière ligne droite. Jay m'a dit que mon manche était trop long et que je devais le raccourcir pour qu'il soit plus agréable à manier. Je m'appelle Comax. Gwen se tient vraiment à remporter cette compétition. Je regarde cette série depuis hyper longtemps et je suis absolument ravi de me trouver aujourd'hui dans la forge du meilleur forgeron face au juge. Et surtout en tant que membre de l'ABS. C'est tout bon? Il me reste 22 minutes à travailler le plus vite possible. Je perce les trous pour dériver de 6 mm. Et mince. On est dans les dernières minutes de la deuxième épreuve de la finale de ce tournoi. 3 forgerons s'affrontent et donnent le meilleur d'eux-mêmes dans cette manche de 90 minutes. Mais Silas rencontre des difficultés. Les trous sont trop petits. Si je n'arrive pas à fixer mon manche, je vais être éliminé. Je suis pas du tout serein. J'essaie d'élargir un peu correctement. Je sens que la pression monte. Ok. Mes rivets sont passés. Je suis soulagé. Je vais m'en sortir. Je veux que ma lame soit la plus aboutie possible, mais je manque cruellement de temps. La lame doit être fine et bien affûtée, mais assez robuste pour ne pas être endommagée lors du test de résistance. Il va s'épiler tout le bras à ce rythme. C'est vrai, il a déjà fait toute sa tête. Sacré tranchant. On enchaîne. Jack ponce son manche. Le temps presse. Messieurs, il vous reste 5 minutes. Le test des cartes ne paye pas de mine, mais depuis le temps, j'ai compris qu'il s'agit de notre test de tranchant le plus efficace. Oui, ce qui est génial, c'est que si la lame est bien tranchante, la coupure sera nette tout du long. Mais dans le cas contraire, certaines cartes ne seront même pas découpées. J'ai affûté ma lame au maximum. Donc je me sens... Super, ça me plaît. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, arrêtez tout, l'épreuve est terminée. Les 90 minutes sont écoulées, je pose ma lame. Elle est affûtée et le manche est fixé. Les critères imposés sont respectés. 30 minutes de plus m'auraient permis de peaufiner le tout, mais maintenant, c'est au juge de décider. Messieurs les forgerons, on va commencer par le test de résistance, les bambous géants. Par vos lames, attaquer ces bambous. Et j'ai surtout hâte de voir les bambous contre-attaquer. Jason, vous allez commencer, prêt? Comme jamais. Parfait, c'est parti. J'ai déjà fabriqué ce genre de lame à plusieurs reprises, mais je sais que le bambou est un adversaire redoutable, donc je suis complètement terrorisé. Jason, c'est du joli travail. Votre lame a tenu le coup, elle est toujours bien droite et en un seul morceau. Bien joué. Merci. Jack, vous êtes prêts? Oui, allez-y. Allons-y. Jay a déjà brisé plus d'une lame, donc j'ai du mal à maîtriser mon stress. C'est chaud. Jack, bien joué. Votre lame a bien résisté. Le tranchant est totalement intact. Vous avez réalisé un travail d'une grande qualité. En ce qui concerne votre manche, il est un petit peu petit pour ma main. J'aurais été un peu plus long, mais globalement, c'est du bon travail. Merci. Allez, Silas, vous êtes prêts pour le test? Et comment? Parfait, on peut enchaîner alors. Je ne suis pas serein pour ce test. J'espère que ma lame tiendra le coup. Alors, Silas, joli travail. Le tranchant n'a subi absolument aucun dégât. Il est vraiment magnifique. Bien joué. Merci. Messieurs, bienvenue au test de tranchant, la découpe des cartes. Jason, êtes-vous prêt? Oui. C'était incroyable. Jason, votre lame est affûtée. Votre tranchant est parfaitement efficace. Joli travail. Merci bien. Jake, prêt? C'est parti. Parfait.
Jake, même si j'ai eu du mal à démarrer la découpe, c'est une lame de qualité. Votre tranchant n'est pas parfaitement équilibré. Au niveau de la garde, il est impeccable, mais à l'approche de la pointe, il est un petit peu trop épais avec un angle un poil obtus. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à découper la première carte. Et après, les autres cartes posent problème, mais lorsque je suis arrivé à la bonne partie du tranchant, fluide. Alors dans l'ensemble, joli travail. Merci. Silas, à vous, prêt? Je suis prêt. Allons-y. Merci. Silas, votre lame est à la fois résistante et tranchante. Félicitations. Le tranchant est impeccable de bout en bout et agréable à manier. Bien joué. Merci. Messieurs, permettez-moi de vous féliciter. La route a été longue jusqu'à cette finale, et le candidat qui va quitter la forge est... Jake. Votre lame n'était pas de taille, Doug va vous dire pourquoi. Jake, ce n'est pas une compétition comme les autres. Vous avez vaincu plusieurs adversaires pour en arriver là et fabriqué de superbes lames. Toutefois, votre Bowie n'a pas été suffisamment performant pour ce dernier test, et c'est pour cela que vous êtes éliminé. Merci pour ce retour. Jake, du Texas jusqu'ici, ça a été un honneur de vous voir à l'œuvre, mais vous allez devoir quitter la forge. J'ai trouvé cette expérience formidable. Je suis honoré d'avoir participé à ce tournoi et d'avoir représenté l'école Bill Moran. Les défaites, ça fait partie de la compétition. Mais je suis allé jusqu'au second tour de la finale, et ça, j'en suis... Messieurs, on a démarré ce tournoi avec 12 forgerons des 4 coins du pays, et nous voilà avec le champion choisi par Ben, du Clay Spencer's Blacksmith Shop, et le champion de Dev de la New Agrarian School. Vous avez prouvé vos qualités de forgeron et mérité votre place en finale. Vous ne prétendez pas seulement à 20 000 $ pour vos gains personnels, mais aussi à 10 000 $ de matériel pour la forge que vous représentez. Pour cette épreuve finale, vous allez retourner chez vous pendant 4 jours, historique redoutable. Un sabre Mopla. Le sabre Mopla a été créé au XVIIe siècle au sud de l'Inde. C'était l'arme de choix de la communauté Mapila. Il s'agit d'une lame large et légère avec un tranchant concave se terminant par une pointe prononcée. Cette arme meurtrière permet d'asséner des coups mortels à ses ennemis. Ce sabre possède un manche travaillé en bois ou en os. Il a joué un rôle important au début du XXe siècle face aux colons britanniques. Messieurs, écoutez bien, car vous avez plusieurs critères à respecter. La lame devra mesurer entre 38 et 43 cm de longueur et faire 11,4 cm de largeur au niveau de la pointe. Le manche devra être en forme de bec d'oiseau. Confiant? Oh que non. Un sabre Mopla. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai forgé des épées et des haches, mais je suis large et atypique. On sait pertinemment que vous êtes des forgerons talentueux. Vous nous l'avez prouvé. Cependant, au cours des 4 prochains jours, on s'attend à ce que vous vous dépassiez réellement. Messieurs, bonne chance. On se revoit dans 4 jours. C'est le premier jour dans ma forge. Je dois faire de mon mieux, car l'enjeu est vraiment élevé. Allez, c'est la victoire ou rien, donc je donne tout. Dans cette épreuve, Je dis que va faire Silas. donc, j'ai décidé de réaliser mon sabre Mopla en acier de Damas Sanmai avec 2 billettes. Avec ardeur. Mes 2 billettes en acier de Damas vont englober une pièce d'acier 80 CRV. Ça avance. À la fin de la première journée, j'ai obtenu 2 billettes de 200 couches chacune. Donc ça doit donner à peu près 400 couches d'acier au total. Les maths, c'est pas trop mon truc. C'est le début du premier jour. On atteint la dernière étape de la finale. J'adorerais reporter la compétition et faire ce beau cadeau à la New Agrarian School. C'est bon, ça. Aujourd'hui, mon objectif est de terminer de forger ma billette en acier de Damas. Mais on verra bien. Quel bonheur pour les yeux. Je fais très peu d'acier de Damas. Et je n'ai jamais réalisé ce genre d'arme. C'est une toute nouvelle expérience, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ça me paraît pas mal. Deuxième jour. Cool, non? Mon objectif du jour est de terminer totalement ma lame. J'espère que c'est possible. J'ai beaucoup d'expérience avec l'acier de Damas, mais je n'ai jamais rien fait d'aussi large. Ça ne va pas être évident d'allonger et d'élargir la lame. Je suis à 7,6 cm, il en manque encore. J'espère y arriver. 20 000 $, ça se mérite. Zut, je ne m'en sors pas. Je n'ai pas assez de matière pour atteindre l'objectif. Si je n'arrive pas à respecter la largeur imposée, je serai éliminé.
Je n'ai pas assez de matière pour atteindre l'objectif, donc je vais devoir faire quelque chose de peu recommandable. Je vais ajouter de l'acier sur le dos de la lame pour pouvoir respecter les critères imposés. C'est ma seule option. C'est une solution particulièrement risquée, mais je n'ai pas d'autre choix. Cette soudure est vraiment brouillonne, mais tant pis. À la fin de la deuxième journée, j'ai respecté tous les critères. Mais pour être honnête, ma lame est juste un amas de déchets métalliques. C'est le début de la troisième journée. Hier, j'ai terminé ma lame et j'ai réalisé ma trempe. Je suis content. Je l'ai juste manipulée pour la tester un peu et une fissure est apparue. On la voit clairement sur le tranchant de la lame. Je vais pas pouvoir corriger ça à la disqueuse tout en respectant les critères imposés. Je dois tout recommencer. C'est le pire qui pouvait arriver. Je viens de perdre 2 jours de travail. Ça me met une pression énorme. J'ai pris un gros risque en réalisant un acier de Damas. Et malheureusement, ça n'a pas payé. Mais j'ai de l'acier 51-60. Je vais faire une nouvelle lame. Ce n'est pas un acier aussi noble, l'arme qui tient la route. C'est pas mal. Début du 4e jour. Je suis épuisé. Hier, j'ai réussi à aller jusqu'à la trempe. J'ai fabriqué toutes mes pièces. Il ne reste qu'à tout assembler. C'est la dernière étape de cette compétition particulièrement longue et difficile. Je me suis investi corps et âme dans ce projet. Donc si je ne gagne pas, je serai perdant. Globalement, le Clay Spencer Blacksmith Shop et moi pouvons être fiers. C'est le début de la 4e journée. Hier, j'ai réalisé la trempe et le ponçage. Aujourd'hui, je peux passer à l'assemblage. Je pense que je vais y arriver. Je suis confiant sur l'avancée de mon travail. J'ai perdu beaucoup de temps, alors je dois me dépêcher de terminer mon manche. J'espère que mon arme sera performante et harmonieuse. Mais je suis resté mobilisé et je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Je souhaite remporter la victoire au nom de la New Agrarian School. Jason, Silas, vous avez fait du chemin pour arriver ici. On a commencé ce tournoi sur la route avec 12 forgerons de talent, et il ne reste plus que vous deux. Jason, vos compétences ont poussé Ben Abbott à vous choisir pour Rotor Blacksmith Shop. Silas, vos talents ont convaincu Dave de vous faire représenter la New Agrarian School. Et maintenant, tout va se jouer sur cette dernière épreuve du tournoi. L'un de vous deux va remporter 20 000 $ et offrir 10 000 $ de matériel à la forge que vous représentez. Avant de procéder au test, vous allez présenter vos lames. Jason, à vous. D'accord. Ce n'est pas ma plus belle lame, mais c'est de l'acier de Damas englobant de l'acier 80 CRV2 avec un motif quadrillé. À la fière allure. Silas, dites-nous tout. J'ai forgé ma lame avec de l'acier 51-60. J'ai recouvert le ricasso avec du bronze au silicium et le manche est fabriqué à partir d'un bois exotique. Je trouve ces deux armes splendides. On va commencer par le test de létalité du mannequin balistique. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Le manque de blocs de glace. Jason, vous commencez. Prêt? Oui, monsieur. C'est parti. Je sais pertinemment que découper des blocs de glace n'est pas une mince affaire. J'espère sincèrement que mon tranchant tiendra le coup lors de ce test. Jason, discutons un peu de votre sabre Moplan. Après avoir découpé les blocs de glace, la pointe et le tranchant sont restés parfaitement intacts. Lorsque j'ai frappé le mannequin balistique, votre lame lui a infligé des entailles extrêmement profondes. Mais votre arme peut tuer. Merci. Allez, Silas, vous êtes prêts? Oui, monsieur. C'est parti. Je ne suis pas du tout serein. Je n'ai eu que 2 jours pour forger cette lame. La glace peut fortement endommager une arme. J'espère que la mienne va tenir le coup. Joli travail.
Discutons un peu de votre sabre homoplat. Tout d'abord, votre arme est vraiment légère, ce qui permet d'asséner des coups rapides. J'ai parfaitement découpé les blocs prévus d'entaille aussi profonde sur un mannequin balistique. Toutefois, il y a 2 endroits sur votre tranchant où je peux insérer un ongle. Ces défauts sont dus au fait que votre tranchant est particulièrement fin et affûté. En résumé, votre arme peut tuer. Messieurs, bienvenue au test de résistance, la découpe d'une cotte de maille et de crâne. Jason, à vous, prêt? Oui. Ok. Jason, votre arme est redoutable. Elle est extrêmement résistante. J'adore le design de votre ricasson, c'est magnifique. Votre sabre est élégant et efficace. Joli travail. Merci. Silas, vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors j'y vais. Silas, le problème de votre manche, c'est qu'il est trop arrondi. Donc il tourne facilement dans ma main quand je percute mes cibles. Par conséquent, j'ai eu beaucoup de mal à garder une prise ferme sur le sabre. C'est vraiment embêtant. Merci. Messieurs, quelle aventure! J'ai vraiment apprécié aux côtés de nos juges. Visitez ces 4 forges et observez votre travail tout au long de cette compétition. Je vous assure que Jeffrey et Bells seront fiers de vous. Mais malheureusement, seul l'un d'entre vous peut gagner 20 000 $, offrir 10 000 $ de matériel à la forge qu'il représente et remporter le titre de meilleur forgeron. Les juges ont pris leur décision. Aujourd'hui, le meilleur forgeron et vainqueur du tournoi sur la route est... Jason, félicitations, vous êtes un concurrent de taille et vous êtes passé à un cheveu de la victoire. Dave va vous dire pourquoi. Silas, vous nous avez présenté une arme de qualité. Votre défaite se jouait sur 2 choses. Votre lame a subi des dégâts lors du test de résistance et votre manche n'était pas facile à garder en main. Silas, j'ai été ravi de vous regarder travailler. Vous êtes un forgeron de talent. Mais malheureusement, vous êtes éliminé et je vais vous demander de quitter la forge. Je peux pas dire que je suis pas déçu. J'ai fait des erreurs non négligeables et dans une compétition de ce niveau, c'est ce qui fait toute la différence. Cependant, je suis vraiment fier d'avoir représenté cette école. J'aurais vraiment aimé décrocher la victoire en leur nom, mais c'est la loi du plus fort. Jason, toutes mes félicitations, vous voilà meilleur forgeron. Vous avez remporté ce tournoi sur la route. Vous allez non seulement recevoir un chèque de 20 000 $, mais vous offrez également 10 000 $ de matériel au Clay Spencer Blacksmith Shop. Bien joué. C'est le titre de meilleur forgeron. Je n'arrive pas à y croire. C'est un honneur et un privilège d'avoir terminé cette compétition, d'avoir remporté le tournoi et d'offrir 10 000 $ d'équipement à l'école John C. Campbell. Ma femme va être aux anges. Je te ramène 20 000 $, ma chérie. Il faudrait ajouter une garde et une poignée pour transformer ces morceaux de métal en armes. Parfaitement functionals. Les juges testeraient ensuite leur solidité sur une plaque de métal et leur tranchant sur un sac d'œufs. Frappé. Le compte à rebours commença immédiatement, plongeant la forge dans une effervescence immédiate. Chaque forgeron adopta une stratégie différente face à cette montagne de métal à dompter. Paul, fort de son esprit d'ingénieur, décida de s'occuper méthodiquement des conteneurs, les plaçant dans le feu l'un après l'autre pour gérer au mieux la montée en température. Il savait qu'il y avait assez d'acier dans ces récipients pour façonner des lames de 20 centimètres, mais la gestion du temps était son pire ennemi. Habituellement, il fabriquait un seul couteau par mois. En faire 2 en 3 heures relevait de la pure folie douce. Cody, quant à lui, choisit de répartir équitablement les morceaux d'acier dans chaque boîte pour obtenir des motifs de damas aussi proches que possible.
Avec minutie, il nettoya l'intérieur des conteneurs à l'acétone pour éviter toute impureté. Une excellente idée saluée par ses pairs. Il prit soin de sceller les boîtes tout en laissant un infime filet d'air pour éviter que la pression accumulée ne fasse exploser les couvercles sous l'effet de la chaleur intense. Pendant ce temps, Gary choisit une approche plus rapide et risquée. Sans prendre le temps de nettoyer méticuleusement son métal, il commença directement à assembler et souder ses éléments. C'était un pari audacieux, mais sa confiance en lui restait inébranlable. Il avait l'habitude de fabriquer des couteaux similaires dans sa propre forge. Et travailler sur 2 pièces en même temps ne l'effrayait pas. De son côté, Tim scella ses boîtes avec soin, conscient que si la température idéale n'était pas atteinte, la soudure de la forge ne prendrait jamais. La couleur recherchée pour cette première fusion était celle du beurre fondu. Un jaune éclatant et chaleureux. Une fois les boîtes portées à blanc, les artisans se ruèrent vers la presse hydraulique. Tim obtint une magnifique couleur et appliqua une pression régulière sur les 4 faces de son bloc, assurant une soudure solide. Cody suivit le même chemin, attendant patiemment que le cœur du métal soit à la même température que la surface avant de presser. Delicatement. La texture semblait parfaite, une agréable surprise qui balaya une partie de son stress. L'impatience commença pourtant à gagner les rangs, car il n'y avait qu'une seule grande presse pour plusieurs forgerons. Gary, pressé par le temps, décida de passer directement au gros marteau pilon mécanique. Surnommé le Grand Bleu. C'était une décision prématurée. Le pilonnage vigoureux fit éclater les soudures naissantes sur les côtés du conteneur. En observant la texture texturée et incertaine du métal, Gary comprit le danger. Une mauvaise soudure signifiait des fissures ou des décollages de couches. Il prit la décision d'ouvrir la boîte pour inspecter l'acier. Fort heureusement, l'intérieur semblait sain et le jeune homme put commencer à étirer le métal. Soulagé mais conscient d'avoir perdu de précieuses minutes. Le chronomètre affichait déjà qu'il ne restait que 2 heures. Paul travaillait à une vitesse phénoménale, enchaînant les passages sous la presse pour étirer ses barres d'acier. Malgré la baisse de température de son métal, il continuait à marteler avec insistance. Une technique risquée qui augmentait la tension structurelle de la lame. Son principal souci était de rester trop concentré sur une seule pièce au détriment de la seconde, qui chauffait dans le four. Lentement, les formes protectrices apparaissaient. Paul commença à forger les pointes pour donner à ses couteaux un profil de pointe tombante, idéal pour la coupe et la pénétration. Cody, lui aussi, étirait son acier avec une aisance remarquable face aux machines, conservant un calme olympien qui cachait une farouche détermination. Travailler 2 lames en parallèle exigeait une régularité absolue pour qu'elles restent jumelles. Soudain, un cri de déception retentit du côté de Gary. En inspectant sa 2e barre d'acier, il découvrit une fissure profonde en plein milieu de la matière. La soudure n'avait pas tenu au cœur du bloc. C'était le cauchemar du forgeron. S'il laissait cette faille ouverte, la lame perdrait toute sa solidité et l'élimination serait inévitable. Manquant de temps pour recommencer à zéro, Gary dut improviser une solution d'urgence sous l'effet de la chaleur et du stress accumulé. Il tenta de combler les vides avec de la soudure pour éviter la contamination par de l'acier doux. Une tentative désespérée mais courageuse pour sauver sa place dans la compétition. Il ne restait plus que 60 minutes. Les forgerons s'attaquaient désormais aux soies, les tiges prolongées de la lame qui s'insèrent dans la poignée. Pour s'assurer de la parfaite symétrie de ces pièces, Cody utilisa une lame comme gabarit pour tracer le profil exact sur la seconde. Confiant, il procéda ensuite à l'étape cruciale et redoutée de la trempe, plongeant le métal chauffé au rouge dans un bain d'huile pour le durcir. C'était le moment de vérité où le métal pouvait se fissurer ou se voiler. La première lame de Cody subit une légère déformation, mais rien qui ne puisse être corrigé sur la ponceuse à bande. Sa seconde lame s'en sortit parfaitement. Pour maintenir une uniformité absolue lors de l'émouture, Tim utilisa une astuce ingénieuse en serrant ces 2 lames ensemble avec des pinces de serrage, avant de les présenter face à la meule.
Il accorda également un soin tout particulier au traitement thermique, sachant que la résistance des lames serait testée sans ménagement par les juges. Ces 2 trempes successives furent des réussites totales. Gary, malgré ses déboires structurels, réussit à donner une forme acceptable à ses lames et procéda à leur trempe sans entendre le moindre tintement suspect, signe que le métal n'avait pas éclaté. Son objectif principal était désormais de présenter 2 couteaux finis, occultant les imperfections esthétiques. Paul termina également la trempe de ces 2 pièces sans défaut majeur et commença à les blanchir à la ponceuse, s'en remettant au destin. Le décompte final retentit. 5, 4, 3, 2, 1. Déposez vos outils. Le premier round venait de s'achever dans un soupir de soulagement général. L'heure de l'évaluation par le jury était arrivée. Tim présenta ses 2 lames en premier. Les juges notèrent quelques petites irrégularités mineures dans les moutures et un léger défaut sur le profil du tranchant, mais estimèrent qu'il restait assez de matière pour corriger le tir. Globalement, le travail était solide. Paul présenta ensuite ses œuvres. Les juges saluèrent la grande similitude entre les 2 pièces et l'originalité d'avoir mis les fragments d'acier dans l'une et la poudre dans l'autre, offrant un acier robuste et des émoutures bien réalisées. Cody reçut également des éloges pour ses lames droites, lisses et presque parfaites, malgré quelques petits impacts mineurs. Enfin, Gary s'avança avec ses créations. Si le travail de forge fut salué, les juges repérèrent immédiatement les zones de décollement non soudées sur les flancs et le dos des lames, ainsi qu'une différence notable de longueur et de profil entre les 2 couteaux. Le verdict tomba avec bienveillance mais fermeté. Gary fut éliminé en raison de ses défauts structurels majeurs qui auraient demandé trop de travail. Dekerexchen, fier de son parcours et heureux d'avoir partagé ce moment avec d'autres passionnés. Le jeune homme salua ses camarades avant de quitter la forge. Pour les 3 survivants, Paul, Cody et Tim, pas le temps de souffler. La 2e étape commençait immédiatement. Ils disposaient de 2 heures pour corriger les défauts signalés, fabriquer et ajuster 2 gardes et 2 poignées complètes. Une tâche titanesque pour un laps de temps aussi court. Paul commença à découper ses gardes dans un bloc de laiton, une matière robuste mais exigeante, alternant entre la perceuse et la lime pour ajuster l'ouverture à la soie de la lame. Cody, quant à lui, rencontra de grandes difficultés pour percer la soie de sa lame afin d'y insérer les rivets de fixation. Sentant le temps pressé, il prit la décision risquée de souder directement sa garde sur la lame. Malheureusement, cette méthode risquait d'annuler les bénéfices du traitement thermique précédemment effectué sur le metal. La garde soudée était esthétiquement imparfaite, mais elle tenait bon. Il ne restait déjà plus que 90 minutes. Paul commit une erreur classique sous le coup de la précipitation. Il souda sa première garde à l'envers. Se sentant comme un débutant, il dut rapidement corriger son erreur sous le regard tendu du chronomètre, parvenant à la repositionner correctement. Il s'attaqua ensuite à la fabrication des manches en bois. Perçant les blessures composites était particulièrement délicate, car la moindre différence d'épaisseur entre les couches risquait de provoquer des fissures internes. Lors de l'étirage du métal, fort heureusement, la fusion se déroula correctement pour Bill, qui put commencer à étirer sa lame pour atteindre la longueur réglementaire de 48 cm. La pièce était lourde et massive. De son côté, Thomas Franklin éprouvait des difficultés à faire progresser sa lame sous le marteau-pilon, souffrant de crampes douloureuses aux doigts à force de manipuler le métal lourd à bout de bras. Conscient que chaque seconde était comptée, il s'efforça de conserver une largeur minimale de 8 cm pour sa lame tout en étirant la pointe en bec d'oiseau. L'animateur annonça qu'il ne restait plus que 3 heures avant la fin de l'épreuve, marquant l'entrée dans la phase critique du traitement thermique. Bill Peace plongea sa grande lame de combat dans le bac d'huile de trempe. En la ressortant, il constata avec effroi que l'acier avait subi une déformation majeure, adoptant une courbure sinueuse évoquant la forme d'un spaghetti.
pour tenter de sauver son travail. Bill dut positionner sa lame encore chaude sur une enclume et appliquer des pressions vigoureuses. Pour la redresser manuellement, prenant le risque de briser le métal durci. Bien que la planéité ne soit pas parfaite, la lame fut jugée suffisamment droite pour poursuivre l'aventure. Thomas Franklin procéda à son tour à la trempe de sa grande lame, qui ressortit de l'huile parfaitement rectiligne, déclenchant un immense soupir de soulagement chez le candidat. L'étape suivante concernait l'assemblage des poignées. Bill Pease opta pour un montage classique à soie traversante, vissant un pommeau en laiton sur une tige filetée préalablement soudée à l'extrémité de la soie de sa lame. Malheureusement, après avoir réalisé la soudure de la tige, Bill commit l'erreur de refroidir brutalement la pièce en la plongeant dans l'eau. Ce choc thermique violent fragilisa le métal. Et lorsque Bill commença à visser fermement le pommeau sur le manche en bois, la tige filetée cassa net. Sans poignée fonctionnelle, l'arme serait jugée éliminée d'office pour les tests. Pris de panique, Bill dut meuler les résidus, souder une nouvelle tige métallique et la laisser cette fois refroidir lentement à l'air libre avant de finaliser l'assemblage avec de la colle époxy. Pendant que la colle séchait, il se rua vers sa dague de poussée pour lui façonner un manche rudimentaire en bois exotique et affûter sommairement les tranchants à la ponceuse. De son côté, Thomas Franklin rencontra d'immenses difficultés lors du façonnage du manche de sa grande lame. Il avait sélectionné un bloc de micarta, un matériau synthétique composite réputé pour son extrême robustesse. Mais sa dureté était telle que Thomas ne parvenait pas à y percer les trous nécessaires pour insérer la soie de son épée. L'animateur annonça les 15 dernières minutes de la compétition. Dans une cohue descriptive, Thomas tenta désespérément d'assembler les éléments de sa poignée, de fixer son pommeau et d'affûter ses lames à la volée sur le touret à meuler, alors que des éclats de bois et de métal saturaient l'air. Le compte à rebours final retentit, 5, 4, 3, 2, 1. Les 6 heures étaient officiellement écoulées. Les 2 finalistes disposèrent leur création sur la table des jurés pour l'ultime test de létalité et d'ergonomie, qui devait se dérouler sur un mannequin balistique habillé ainsi que sur des supports de chandelier. Metallics. Bill Pease s'avança en premier, affichant une confiance mitigée en raison des nombreux incidents techniques survenus pendant l'assemblage de ses armes. Le spécialiste saisit d'abord la dague de poussée de Bill et salua l'excellente ergonomie du manche, en bois qui épousait parfaitement les contours de la main, offrant une puissance d'impact remarquable. Le tranchant de la dague se révéla parfaitement acéré, infligeant des coupes nettes dans le mannequin en silicone sans subir de dommages. Le spécialiste passa ensuite à l'examen du grand couteau de combat de Bill. L'arme était particulièrement lourde et massive, et l'absence de contour ergonomique sur la poignée en bois rendit le contrôle de la trajectoire difficile lors des frappes violentes, manquant de faire glisser la main de l'expert. Néanmoins, les tranchants en damascent mais réalisèrent des coupes dévastatrices, confirmant l'efficacité destructrice de l'arme. Ce fut ensuite au tour de Thomas Franklin de présenter ses créations. Lorsque le spécialiste saisit le grand couteau de combat de Thomas, il dut interrompre immédiatement le test pour des raisons de sécurité évidentes. En raison de la précipitation des dernières minutes, le manche en micarta n'avait pas été poncé et présentait des arêtes coupantes et des échardes de matière synthétique sur toute sa surface. De plus, un jeu important existait entre la garde métallique et le début du manche, créant une zone instable qui blessait la main de l'utilisateur dès la première prise en main. Face à ce défaut de fabrication majeur qui rendait le maniement de l'arme dangereux pour le testeur, les juges durent prononcer à regret l'annulation des tests pour les armes de Thomas. L'animateur prit la parole pour proclamer le verdict final de ce tournoi intense. En raison du caractère inachevé et dangereux de la poignée de son concurrent, Thomas Franklin était éliminé aux portes de la victoire. Bill Pease fut officiellement sacré champion de la forge, remportant le titre prestigieux et le chèque de 10 000 $. Thomas accepta la décision avec fierté, ravi d'avoir pu forger une lame saine et droite.
conscient qu'il ne lui avait manqué que quelques minutes supplémentaires pour finaliser correctement ses finitions de poignée. Bill Peace, submergé par l'émotion, brandit son trophée sous les acclamations du public. Voyant dans cette victoire l'aboutissement d'un rêve de passionné et la juste récompense de sa persévérance face à l'adversité du métal et du temps. Le feu crépitait avec une ardeur presque sacrée dans l'immensité de la grande forge, illuminant les visages tendus de 4 hommes venus défier la matière et le temps. C'était le point de départ d'une aventure humaine extraordinaire, un voyage au cœur du fer, du feu et du savoir-faire. Parmi eux se tenait Paul Raspe, un homme de 42 ans dont le regard calme trahissait la rigueur scientifique. Ingénieur électricien ayant consacré une grande partie de sa carrière à travailler pour la célèbre Agence spatiale américaine de la NASA. Paul possédait une compréhension intime des phénomènes physiques, notamment des traitements thermiques. Pour lui, la forge amateur était une extension naturelle de la science, un endroit où les équations se transformaient en réalité solide. À ses côtés, Cody Adelson, un jeune homme de 29 ans plein d'enthousiasme, arborait la fierté de celui qui apprend vite. Forgeron amateur depuis seulement 2 ans. Il avait eu l'audace de contacter directement Tyler Akbar, le prestigieux vainqueur du tournoi de l'armée, pour apprendre les secrets de l'art. Ce savoir transmis de main en main lui donnait une confiance inébranlable. Le 3e compétiteur était Gary Riemann, un jeune homme dynamique de 23 ans qui maniait le marteau depuis déjà 5 ans. Pour Gary, la forge était synonyme de camaraderie et de passion partagée. Une sorte de joyeux bazar où se retrouvaient de grands passionnés de technologie et de culture. Imaginaires, tous un peu geeks dans l'âme. Enfin, Tim complétait ce quatuor de passionnés, prêt lui aussi à en découdre avec l'enclume. Soudain, une voix résonna, accueillant les artisans dans ce temple du métal. Bienvenue à la forge, messieurs. Vous avez choisi de participer à la plus grande compétition de forge. Un défi qui se déroulera en 3 étapes cruciales. À la fin de chaque round, l'un d'entre vous devra ranger ses outils et quitter l'aventure. Les décisions sacrées seront prises par un panel de juges experts, chargés d'évaluer la qualité de votre travail pour désigner le meilleur forgeron, qui repartira avec un chèque de 10 000 $. L'excitation était palpable lorsque l'ordre fut donné de découvrir les enclumes. Sous les draps qui les recouvraient se trouvaient les éléments du premier défi. 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis de morceaux d'acier. La tâche était immense et double. Il ne s'agissait pas de fabriquer un seul couteau, mais 2 couteaux rigoureusement identiques, en utilisant la technique complexe de l'acier de Damas en boîte. Le tout en un temps record de 3 heures. 3 heures pour donner vie à 2 lames identiques à partir de poudre et de fragments de métal. Enfermé dans un écrin de fer, le défi semblait presque insensé. Les paramètres imposés par les juges étaient stricts. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. De plus, pour ceux qui auraient la chance d'accéder à la 2e étape, il faut impossible. L'animateur les invita à découvrir les matériaux dissimulés sous les draps de leurs enclumes. Respectives. Des barres massives d'acier au carbone 1095 et d'acier au nickel 15N20. À la fin du temps imparti, les juges inspecteraient l'avancement des travaux pour éliminer un nouveau candidat avant la grande finale. Le compte à rebours commença immédiatement. Les 3 finalistes se ruèrent vers leur poste de travail. Concevoir un acier de Damas torsadé et façonner une dague de poussée en 2 heures était un défi d'une complexité rare. Carrie O'Connor commença par limer soigneusement la couche d'oxyde de fer présente sur ses plaques d'acier pour garantir une fusion parfaite lors de la soudure au feu. Il savait que la moindre impureté empêcherait les métaux de s'unir intimement, et qu'aucun d'entre eux n'aurait le temps de recommencer un lingot en cas d'échec de la soudure. Habitué au stress des coups de feu en cuisine, Thomas Franklin gérait son temps avec un grand calme intérieur. Il laissa ses plaques d'acier monter en température dans le foyer de sa forge pendant une dizaine de minutes pour s'assurer d'atteindre le point de fusion idéal.
conscient qu'un manque de chaleur provoquerait des micro-fissures destructrices lors du forgeage. Une fois le métal chauffé à blanc, Thomas déplaça son bloc vers le marteau-pilon mécanique pour étirer la matière avec efficacité. De son côté, Bill Peace commit une erreur stratégique majeure. Au lieu de ne sélectionner qu'une fraction de l'acier mis à sa disposition pour concevoir un lingot léger et rapide à façonner, il décida d'assembler la totalité des barres fournies, se retrouvant avec une quantité de métal 3 fois supérieure à celle nécessaire pour une dague de cette taille. Ce surplus de matière allait lui coûter un temps précieux en étirage et en meulage. Lorsque Bill présenta son énorme bloc sous les matrices de la presse hydraulique et appliqua une force excessive, le lingot se fendit brutalement sur le côté, ouvrant la soudure. Paniqué par ce contretemps majeur, Bill dut appliquer en urgence du flux de borax sur la faille et retourner au feu pour tenter de sauver sa structure métallique. Pendant ce temps, Carrie O'Connor progressait rapidement sur son projet de damas torsadé. Après avoir étiré son lingot en une barre régulière, il la bloqua dans un étau et utilisa une clé pour imprimer une torsion vigoureuse au métal chaud, créant ainsi un motif esthétique recherché. C'était l'une des méthodes les plus rapides pour obtenir des dessins complexes. Mais elle comportait le risque d'inclure des impuretés au centre de la spirale. Une fois la torsion achevée, Carrie commença à détourer le profil triangulaire de sa dague. La principale difficulté de ce type d'arme résidait dans la conception de la poignée en forme de T. Pour gagner du temps, les artisans choisissaient généralement une configuration à soie cachée, forgeant une simple tige métallique prolongeant la lame, destinée à être insérée et collée dans un bloc de matériaux synthétiques ou de bois sculpté. Thomas Franklin adopta cette approche, étirant le métal à l'arrière de sa lame pour former une soie robuste tout en réservant une section plus épaisse pour matérialiser une garde intégrée qui empêcherait la main de glisser vers le tranchant lors des impacts. Il ne restait plus qu'une heure de cours lorsque Bill Peace parvint enfin à stabiliser la soudure de son énorme bloc de métal. Il passa de longues minutes harassantes devant la ponceuse à bande abrasive pour tenter de réduire l'épaisseur excessive de sa pièce et retrouver des dimensions acceptables. Pensant à sa femme et à ses enfants qui avaient inscrit des mots d'encouragement sur ses gants de protection, Bill refusa de baisser les bras et redoubla d'ardeur. De son côté, Carrie O'Connor attaquait les émoulures de sa dague à la ponceuse lorsque la bande abrasive agrippa brutalement la pointe de sa lame, projetant son doigt contre la machine. Carrie se blessa légèrement mais choisit d'ignorer la douleur pour ne pas perdre une seule seconde. Réaliser 4 émoulures parfaitement symétriques sur une dague triangulaire double tranchant doublait les risques d'erreur technique par rapport à un couteau classique. L'animateur annonça les 30 dernières minutes de la manche. Les candidats durent précipiter l'étape critique de la trempe. Bill Peace plongea sa lame chauffée à haute température dans le bac d'huile, poussant un soupir de soulagement en constatant que son acier était resté parfaitement rectiligne. Thomas Franklin procéda également à la trempe de sa dague avec succès, obtenant une structure dure et prête pour l'assemblage final. Le chronomètre égrenait ses dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La deuxième manche était terminée. Les 3 forgerons présentèrent leurs ébauches de dagues sur la table d'examen. Carrie O'Connor montra une pièce dotée d'une pointe agressive et d'un motif de damas torsadé très Elegant. Cependant, le juge nota que l'espace réservé pour le passage des doigts au niveau du manche en T était beaucoup trop étroit et anguleux, ce qui présentait un risque réel de blessure pour l'utilisateur lors d'une frappe appuyée. Si Carrie passait à l'étape suivante, une correction majeure de l'ergonomie serait indispensable. Thomas Franklin présenta une dague soignée, dotée d'une jolie garde intégrée et d'une émoulure propre qui suscita l'admiration du maître. Forgeron David Baker. Enfin, Bill Peace soumit son travail à l'examen. En 2 heures, Bill avait réussi à stabiliser son acier de damas torsadé. Mais par manque de temps à cause de son erreur initiale de volume, sa dague ne présentait encore aucune émoulure affûtée, ressemblant davantage à un lingot pointu doté d'une poignée qu'à une véritable arme tranchante.
Les juges se retirèrent pour une délibération qui s'annonça particulièrement longue et disputée. D'un côté, la dague de Thomas offrait un excellent potentiel de finition rapide. De l'autre, le projet de Carrie présentait une esthétique superbe, mais un manche dangereux qui laissait un espace vide trop important entre les doigts et la lame, risquant de blesser la main lors de l'impact en enfonçant le manche dans la paume. Quant à la pièce de Bill, bien que dépourvue de tranchant pour le moment, sa structure générale restait saine et confortable en main. Par 2 voix contre 1, le jury trancha, et c'est Carrie O'Connor qui fut éliminée de la compétition. Le jury estima que le travail de rectification requis pour rendre le manche de Carrie sécurisé et fonctionnel était beaucoup trop important par rapport à celui de ses concurrents. Carrie accepta la décision avec dignité, ravi d'avoir pu réaliser son rêve d'enfant en foulant le sol de la forge. L'animateur rassembla les 2 finalistes officiels de ce premier combat de couteau, Thomas Franklin et Bill Peace. Félicitations à tous les deux. Vous allez maintenant vous affronter lors d'une ultime épreuve de force d'une durée exceptionnelle. De 6 heures consécutives au sein de cet atelier. Votre mission sera double. Vous devrez impérativement corriger les défauts de vos dagues de poussée respectives pour en faire des armes achevées et parfaitement fonctionnelles. Mais vous devrez également forger une seconde arme d'envergure historique. L'animateur dévoila alors un magnifique couteau de combat traditionnel aux proportions impressionnantes, une réplique exacte d'un modèle célèbre conçu par le maître forgeron Colin Sage. Les critères de fabrication pour cette seconde arme étaient particulièrement exigeants. La lame devait mesurer impérativement entre 43 et 48 cm de longueur, présenter un profil de pointe en bec d'oiseau caractéristique et afficher une largeur minimale de 8 cm à son point le plus large. De plus, l'arme devait comporter des gouttières structurelles sur les 2 faces de la lame, une garde ajustée et un pommeau massif. Pour réaliser cette œuvre, les candidats disposaient de barres d'acier 10-95, 15N20 et 80CR-V2. La règle imposait de concevoir un lingot de damas initial avec les 2 premières nuances, puis de couper ce lingot en 2 pour y insérer une plaque centrale d'acier 80CR-V2, créant ainsi une structure composite complexe appelée damas sans mai. À l'issue des 6 heures, les 2 armes de chaque candidat seraient soumises à une batterie de tests redoutable. Le chronomètre général fut lancé. La finale débuta dans un fracas métallique assourdissant. Gérer simultanément la fabrication d'une grande lame de combat en damas sans mai et la finition d'une dague de poussée en 6 heures exigeait une organisation parfaite. Bill Peace choisit de mener de front la soudure de ces 2 lingots de damas initiaux pour ne pas perdre de temps de chauffe, passant constamment d'une pièce à l'autre dans le foyer de la forge. Une fois ces couches de métaux 10-95 et 15N20 solidement unies au feu, il utilisa un ciseau de forge pour fendre le lingot embrasé en son centre afin d'y glisser la plaque d'acier 80CR-V2 destinée à former le cœur tranchant de sa grande lame. Cette opération de soude passionnante à chaque passage. La 5DEA de Cody fit preuve d'une finesse de coupe digne d'un rasoir, tranchant le silicone si profondément que la structure même du mannequin manqua de s'effondrer sous les impacts successifs. Les tests destructeurs étaient désormais terminés. L'animateur rassembla les 2 finalistes au centre de la pièce pour l'annonce tant attendue du vainqueur. Les juges saluèrent le niveau exceptionnel des 2 réalisations qui avaient vaillamment surmonté toutes les épreuves de force et de précision. Après une courte délibération, l'animateur prononça le nom du grand gagnant de cette édition. Le titre de champion de la forge et le chèque de 10 000 $ étaient attribués à Cody Adelson. Paul Raspe salua sportivement la victoire de son jeune rival, reconnaissant que si son épée était d'une grande solidité, celle de Cody présentait une maniabilité et une légèreté supérieures qui avaient fait toute la différence. Paul confia sa fierté d'avoir mené cette aventure jusqu'au bout et de posséder une arme magnifique, qu'il conserverait précieusement. De son côté, Cody savoura sa victoire avec émotion, y voyant la juste récompense de ses efforts et des précieux enseignements reçus au début de son parcours.
L'univers de la forge était un monde en perpétuelle évolution où les artisans rivalisaient. D'ingéniosité face à des défis toujours plus complexes. Quelques semaines après cette finale mémorable, une nouvelle session s'ouvrit dans l'enceinte de l'atelier, réunissant 4 nouveaux forgerons d'horizons divers, bien décidés à inscrire leur nom au palmarès. Parmi eux se trouvait Bill Peace, un artisan amateur originaire de l'Ohio qui pratiquait la forge depuis 4 ans. Bill confia avec humour que sa tendre épouse se considérait parfois comme une véritable victime de sa passion dévorante, tant il passait de temps à perfectionner sa technique dans son atelier personnel pour se préparer à cette compétition. Pour ce premier contact, Bill avait apporté de chez lui une création personnelle qu'il appelait une ceintorie, une magnifique lame en acier de Damas composée de 160 couches alternées, rehaussée par des mitres élégantes en laiton étincelant. À ses côtés se tenait Rhys, le Benjamin de la compétition. Un jeune homme de seulement 18 ans plein d'enthousiasme. Rhys avait découvert l'art de la forge à l'âge de 15 en visionnant une simple vidéo sur Internet et avait commencé à marteler le métal dès le lendemain, apprenant toutes les subtilités du métier en autodidacte. Fier d'être invité dans les prestigieux ateliers de la compétition, il lança un salut joyeux à sa mère face aux caméras. Rhys avait apporté une lourde machette qu'il avait forgée à partir d'un ancien ressort de suspension. Des camions. Un acier robuste dont il espérait qu'il résisterait au test malgré les incertitudes sur sa nuance. Exact. Le troisième candidat était Thomas Franklin, un homme de 34 ans qui forgeait depuis 3 ans. Passionné de cuisine et de gastronomie depuis sa tendre enfance, Thomas s'était naturellement orienté vers la fabrication de couteaux de cuisine haut de gamme. C'était son épouse qui lui avait suggéré un jour de fabriquer son propre outil de coupe, déclenchant ainsi une véritable vocation. Son couteau de présentation était forgé dans un acier au carbone 1070, orné de rivets en maillechort et d'un pommeau en argent finement ciselé. Enfin, le 4e participant était Carrie O'Connor, un enseignant en arts martiaux de 45 ans qui maniait le marteau depuis 4 années. Carrie comptait sur sa longue expérience des disciplines martiales et sa gestion du stress pour garder son sang-froid dans cet environnement sous haute tension. Il présenta un kinjal géorgien traditionnel en acier 50-200%, doté d'une poignée sculptée dans du bois de séquoia et d'une finition brute de forge texturée. L'animateur souhaita la bienvenue aux 4 artisans et leur expliqua le concept unique de cette session spéciale intitulée le combat de couteau. Dans un combat de couteau, un seul participant pouvait prétendre à la victoire finale et repartir avec le chèque légendaire de 10 000 $ sous le jugement impartial des experts. L'animateur présenta le jury d'élite, composé du maître forgeron David Baker, du redoutable spécialiste des traitements thermiques Jay Nilsson et de l'expert en maniement des armes blanches Doug Marcheda. Contrairement aux habitudes de la forge où les candidats commençaient par fabriquer une lame sur place, la compétition débuta immédiatement par l'évaluation des armes forgées à la maison. Le principe était simple et brutal. Les 4 pièces allaient être testées sur le champ par le jury, et l'un des candidats serait éliminé de la compétition avant même d'avoir pu allumer le moindre foyer de forge. C'était une situation inédite qui fit monter instantanément la pression d'un cran parmi les participants. Le premier test fut confié à Jay Nilsson, qui choisit sa matière de prédilection pour éprouver la solidité des structures. Un bloc de glace massif et dense. Jay allait frapper violemment chaque lame contre la glace pour vérifier l'absence de déformation ou des ruptures. Bill Peace ouvrit la marche avec sa ceintorie. Il redoutait par-dessus tout de voir sa lame se voiler ou subir un écrasement du fil sur la surface. Gelé. Après plusieurs impacts puissants, l'acier de Bill surmonta l'épreuve sans la moindre ébréchure ni rupture. Le juge salua la beauté des motifs du Damas et la robustesse de la lame, suggérant simplement pour l'avenir de donner une forme légèrement plus renflée à l'arrière du manche, afin d'offrir une meilleure préhension et d'éviter que la main ne glisse vers l'avant lors des fraps repeties.
Ce fut ensuite au tour du jeune Rhys de soumettre sa machette au verdict de la glace. Rhys observait la scène avec une pointe d'anxiété, craignant que son manche en bois ne se fende sous la violence des chocs. La lame en acier de resort se comporta admirablement bien, conservant un tranchant impeccable sans subir la moindre torsion. Le jury nota cependant que la poignée était un peu trop étroite et que les arêtes de la garde manquaient de rondeur, ce qui occasionnait un certain inconfort lorsque l'on serrait fermement le manche en main. Thomas Franklin s'avança à son tour avec son grand couteau de cuisine en acier au carbone. Malgré l'aspect fin de son émoulure, la lame résista parfaitement au choc contre le bloc de glace, ne montrant aucune déformation ni pliure du fil. Le jury salua la symétrie parfaite et les proportions harmonieuses du manche qui offraient un excellent confort d'utilisation. Enfin, Carrie O'Connor présenta son kinjal traditionnel. L'arme se révéla d'une grande légèreté et parfaitement affûtée sur ses deux tranchants, traversant la glace sans subir la moindre égratignure. Le jury regretta simplement que la poignée en séquoia manque un peu d'épaisseur et d'éléments de structure métallique pour équilibrer l'ensemble, mais salua globalement la qualité du travail. Les 4 tests initiaux terminés, les juges se retirèrent quelques instants pour délibérer et désigner les 3 candidats admis à descendre sur le sol de la forge pour la suite des épreuves. L'animateur proclama la qualification de Thomas Franklin et de Bill Peace pour l'étape suivante. Le choix final pour l'élimination se joua donc entre Carrie et Rhys. Les juges rendirent leur verdict, et c'est le jeune Rhys qui fut éliminé de la compétition. Le maître forgeron David Baker lui expliqua que bien que sa machette ait fait preuve d'une solidité remarquable lors des impacts, sa conception générale restait un peu trop simpliste et les dimensions réduites de son manche-là rendaient moins ergonomique que les armes de ses concurrents. Rhys accepta la sentence avec maturité, ravi d'avoir pu montrer son travail à des experts et bien décidé à fabriquer des manches plus volumineux et plus confortables dès son retour dans son atelier privé. L'animateur se tourna vers les 3 forgerons qualifiés, Thomas, Bill et Carrie. Félicitations, messieurs. Vous entrez officiellement dans l'arène de la forge pour la 2e manche de ce combat de couteau. Vous avez montré votre savoir-faire à la maison. Mais vous allez maintenant devoir travailler sous une pression temporelle extrême. Pour cette épreuve, vous disposez d'un temps réglementaire de seulement 2 heures pour fabriquer de toutes pièces un poignard à poignée de poussée, une dague compacte qui devra mesurer impérativement entre 10 et 12 cm de longueur en ligne droite, de la pointe jusqu'à la garde. L'arme devra obligatoirement comporter un double tranchant parfait convergent vers une pointe centrale simmetrique. De plus, vous devez impérativement avoir procédé à la trempe de votre lame avant la fin de ces 2 heures. Cette annonce fit l'effet d'une douche froide sur les candidats, car forger et tremper une dague double tranchant en 120 minutes semblait être une mission et qu'il resterait forgeron jusqu'à son dernier souffle. L'animateur se tourna vers les 2 finalistes. Paul et Cody, un grand bravo à vous deux. Vous êtes qualifiés pour la 3e et ultime manche de cette compétition. Vous allez maintenant retourner dans vos ateliers respectifs pendant une durée de 4 jours pour fabriquer une arme historique légendaire, la 5DEA. Cette épée courte et large était particulièrement prisée par les nobles de l'Italie du Nord au cours des 15e et 16e siècles. Son nom original, qui signifie littéralement 5 doigts, fait directement référence à la largeur exceptionnelle de la lame au niveau de la garde. La caractéristique principale de cette arme réside dans sa lame triangulaire à double tranchant, dotée de profondes gouttières sur chaque face. Des éléments techniques qui permettaient d'alléger considérablement l'arme tout en lui conservant une rigidité exceptionnelle pour porter des coups mortels. Une version réduite de cette arme avait déjà donné du fil tordre à des candidats lors d'une précédente édition, mettant à l'épreuve les compétences des meilleurs forgerons. Pour cette finale, les critères à respecter sont particulièrement stricts. La lame doit mesurer impérativement entre 66 et 71 cm de longueur. Elle doit posséder un double tranchant parfait et comporter un total de 6 gouttières distinctes de
Chaque côté de la lame, soit 12 gouttières au total à creuser dans l'acier. La garde doit être élégamment incurvée vers la pointe de la lame et le pommeau doit adopter une forme traditionnelle. Les deux finalistes se saluèrent, conscients de la difficulté de la tâche qui les attendait, avant de retourner dans leurs forges respectives. Paul Raspe s'installa dans son atelier situé à Homer Glen, dans l'Illinois. Son objectif initial était de concevoir une 5 DEA en acier de Damas. Il savait que Cody maîtrisait parfaitement cette technique de motif multicouche. Et Paul voulait que son épée soit techniquement à la hauteur de celle de son rival. Il commença à étirer méthodiquement son premier lingot d'acier sous le marteau-pilon. Malheureusement, alors qu'il façonnait l'arrière de la pièce, une fissure profonde apparut soudainement au cœur du métal. C'était un désastre. Tenter de réparer cette faille ou recommencer un lingot de Damas depuis le début lui aurait coûté un temps précieux qu'il n'avait pas. Paul prit la décision difficile d'abandonner le Damas pour la lame et d'utiliser à la place une plaque massive d'acier au carbone 80C RV2. C'était un choix plus simple, mais qui garantissait une excellente solidité structurelle. De son côté, Cody Adelson planifia de forger deux lingots distincts. Le premier en acier de Damas pour la fabrication exclusive de la garde et du pommeau, et le second, beaucoup plus massif, pour la structure de la lame. Cody adorait travailler le Damas et comptait bien donner tout ce qu'il avait. Cette technique exigeait une manipulation experte du métal à très haute température pour pouvoir le torsader efficacement sans créer de failles internes. Après avoir torsadé son acier avec succès, Cody assembla sa lame en concevant un bloc composé de 155 couches alternées de métaux 15N20 et 1084. Le tout soudé avec un cœur en acier 80C RV2. À la fin de cette première journée intense, les deux hommes avaient posé les bases de leurs armes respectives. Le deuxième jour commença sous le signe de la précision. Paul Raspe, ayant renoncé au motif multicouche pour sa lame, se focalisa sur l'obtention d'une géométrie parfaite et d'une finition irréprochable. Après avoir mis en forme la silhouette triangulaire caractéristique de la 5 DEA, il procéda au traitement thermique de normalisation. La lame en ressortit parfaitement droite et dotée d'une rigidité remarquable. L'étape suivante consistait à creuser les 12 gouttières exigées par le règlement. De son côté, Cody Adelson s'attaqua également au creusement des gouttières sur sa lame en Damas. C'était un exercice délicat auquel il n'était pas habitué, car il fallait veiller à maintenir la lame parfaitement rectiligne sans creuser trop profondément, sous peine de traverser ou de fragiliser dangereusement la structure interne de l'épée. Une fois les gouttières réalisées avec succès, Cody se prépara pour l'étape cruciale de la trempe. Cependant, il fit face à un problème technique de taille. Son four de traitement thermique ne mesurait que 29 cm de long alors que sa lame s'étirait sur 32 cm. Pour pallier ce manque d'espace, il dut laisser la porte du four entr'ouverte et calfeutrer l'ouverture avec une couverture en fibre de verre afin de contenir la chaleur à l'intérieur. En insérant l'arme, Cody s'aperçut avec inquiétude que la température peinait à monter en raison de fuites thermiques massives. Pour éviter de rater sa trempe, il ajouta une couche supplémentaire de tissu isolant autour des interstices de la porte. Cette modification artisanale fonctionna parfaitement. La température se stabilisa et Cody put plonger sa lame incandescente dans l'huile de trempe sans entendre le moindre bruit suspect de fissure. Le troisième matin, l'optimisme régnait dans les ateliers. Les lames étaient forgées et trempées avec succès. Les finalistes entamèrent la fabrication des poignées et des éléments de garde. Paul Raspe décida d'intégrer un clin d'œil à son défi de la première manche en utilisant un boîtier contenant des roulements à billes d'acier pour concevoir sa garde biseautée. Le rendu visuel laissait apparaître les textures métalliques des billes, offrant un aspect unique et technique à l'ensemble. Respectant scrupuleusement l'exactitude historique de la 5 DEA, qui devait présenter une largeur équivalente à celle d'une main humaine à la base de la poignée. Paul veilla à donner des proportions généreuses et robustes à son arme.
Le quatrième et dernier jour fut consacré aux ultimes finitions et à l'affûtage minutieux des Doubles Tranchants. Bien que conscient des 10 années d'expérience supplémentaires de son rival Paul, le jeune Cody se sentait parfaitement à l'aise avec ses choix techniques et la qualité de son travail de motifs multicouches sur la garde et le pommeau. Les 4 jours s'étant écoulés, les 2 finalistes retournèrent sur le plateau de la forge. Leurs superbes épées 5 DEA dissimulées sous des draps. L'animateur les accueillit avec enthousiasme, saluant la robustesse et l'aspect redoutable des 2 armes présentées. Paul Raspe prit la parole en premier pour décrire sa création. Détaillant sa lame massive en acier 80 CRV2 à soie traversante, dotée d'une poignée façonnée en acier de Damas, Cody Adelson présenta ensuite son épée composite, expliquant la structure complexe de sa lame combinant 155 couches de métaux précieux, soudées sur un cœur en acier robuste, complété par une garde et un pommeau assortis en acier texturé. Les juges admirèrent la qualité esthétique des 2 pièces avant de lancer la phase décisive des tests de létalité, pour évaluer la capacité de coupe et l'ergonomie des armes en situation de combat réel. Le spécialiste des armes blanches s'avança pour frapper et lacérer des carcasses de viande, recouvertes d'une peau épaisse et velue. Paul s'inquiétait de la capacité de pénétration de sa lame en raison de l'épaisseur du cuir. Le spécialiste saisit la 5 DEA de Paul et salua l'excellente prise en main offerte par la poignée, un élément crucial pour une arme dont le poids était fortement déporté vers l'avant. Lors des frappes appuyées, la lame démontra un tranchant exceptionnel et une capacité de pénétration destructrice, confirmant sa nature d'arme hautement létale. Ce fut ensuite au tour de Cody de soumettre son œuvre au jugement de la coupe. Le spécialiste apprécia immédiatement les proportions parfaites de la poignée qui permettait un maniement fluide à une seule main malgré les dimensions de l'épée. Les tranchants acérés de Cody réalisèrent des coupes nettes et profondes dans la carcasse, validant l'efficacité de son travail. L'épreuve suivante était le redoutable test de résistance sur des pots en terre cuite. Le juge saisit successivement chaque épée pour briser les récipients en céramique d'un coup sec et Puissant. Paul Raspe vit son épée traverser les pots dans un fracas de débris, malgré le poids conséquent de l'arme qui la rendait un peu lourde à manœuvrer. Le fil du tranchant ne subit absolument aucun dommage ou écrasement, et l'ensemble de la structure resta parfaitement solidaire. Cody subit le même test avec un succès éclatant, son acier superbe brisant les blocs de terre cuite sans montrer le moindre signe de faiblesse ou d'ébréchure, confirmant la robustesse et la flexibilité de son traitement thermique. Enfin, les armes subirent l'ultime test de coupe sur un mannequin balistique en silicone pour évaluer la profondeur des blessures infligées. L'épée de Paul Raspe se comporta comme un véritable monstre de puissance, infligeant des lacérations d'une profondeur impressionnante d'avoir participé à cette expérience unique et d'avoir rencontré d'autres passionnés de forge qui partageaient son amour pour les objets tranchants. L'animateur se tourna ensuite vers les 3 candidats restants. Félicitations à vous 3, Paul, Cody et Tim. Vous êtes officiellement qualifiés pour la 2e manche de cette compétition. Vous allez maintenant devoir corriger les défauts relevés par les juges et ajouter une lame fonctionnelle à vos pièces. Plus précisément, d'ici la fin de cette 2e manche. Vos 2 couteaux devront impérativement être équipés d'une garde solide et de 2 poignées Convertibles. Cette annonce provoqua un frisson parmi les candidats, car réaliser 2 gardes et 2 poignées en l'espace de seulement 2 heures représentait un défi Titanesque. L'animateur ajouta que les couteaux terminés seraient soumis à des tests redoutables de durabilité et de tranchant sur un sac suspendu. Messieurs, vous avez exactement 2 heures. Le chronomètre démarre maintenant. La forge s'anima de nouveau dans un tourbillon d'étincelles. Ce défi technique mettait à l'épreuve les compétences de finition les plus pointues des candidats. Paul Raspe se réjouissait de travailler avec des matériaux durables comme l'acier inoxydable et le laiton. Pour fabriquer ses gardes, il prit une plaque de laiton d'une épaisseur double de celle requise, la découpa en son centre, utilisa la perceuse à colonne pour percer des trous de positionnement,
puis sépara la pièce en 2 parties égales. Paul avançait avec méthode, conscient que chaque étape demandait une précision absolue. De son côté, Cody Adelson alternait frénétiquement entre la lime et la perceuse, tentant de percer un trou précis dans la garde pour y insérer la soie de sa lame. Constatant que sa garde ne tenait pas aussi fermement qu'il le souhaitait, Cody prit la décision radicale de la souder directement sur la soie. C'était un choix lourd de conséquences, car une soudure à cet endroit précis pouvait annuler instantanément les bienfaits du traitement thermique subi par la lame. La garde finale semblait inesthétique et ratée, mais elle avait le mérite de tenir en place, permettant à Cody de continuer sa course contre la montre. L'animateur annonça alors qu'il ne restait plus que 90 minutes. Paul Raspe prit la décision de concevoir une garde plate et de la souder à son tour. Malheureusement, dans la précipitation, il réalisa qu'il avait soudé sa première garde à l'envers. Se sentant comme un débutant face à cette erreur grossière, il dut rapidement corriger le tir sous le regard insistant du chronomètre pour redresser la situation et ajuster sa seconde lame dans la bonne direction. Une fois les gardes installées tant bien que mal, les forgerons attaquèrent la fabrication des manches. Paul Raspe traça le contour de la soie sur les blocs de bois destinés aux poignets et perça des trous, correspondant à la largeur du métal. En installant sa dernière pièce de bois, il s'aperçut avec frustration qu'il manquait 2 cm pour atteindre parfaitement la garde. Pour combler ce vide inattendu, il inséra une pièce intercalaire en nickel. Il sélectionna ensuite un morceau de bois massif qu'il perça en 30 secondes pour finaliser l'arrière du manche. Fabriquer ces poignets s'avérait être un véritable calvaire. Et Paul savait qu'il ne pourrait souffler qu'une fois le second couteau entièrement terminé. L'animateur rappela le temps filant. Il ne restait plus que 45 minutes avant les tests redoutables. Cody Adelson, en tentant d'insérer un rivet de fixation dans son manche en bois, fit face à une résistance inattendue. Le rivet se tordit et se bloqua complètement de biais à l'intérieur de la poignée, rendant impossible son extraction ou son enfoncement complet. Ce genre de blocage survenait généralement lorsque les trous d'alignement étaient mal positionnés. Si les poignets n'étaient pas solidement fixés, les juges refuseraient tout simplement de tester les armes. Après avoir survolé la première manche avec brio, Cody se heurtait désormais à un véritable mur de difficulté. Il prit la décision de couper le rivet tordu à la meuleuse, de percer un nouveau trou adjacent et d'appliquer une généreuse dose de colle époxy en espérant que le tout tienne solidement. Les poignets de Cody ressemblaient à de gros blocs grossiers de matière brute. L'animateur annonça les 20 dernières minutes. De nombreux candidats avaient été éliminés par le passé à cause de manches trop volumineux, anguleux ou inconfortables. Paul Raspe s'efforçait de sculpter ses poignets à l'aide d'une ponceuse à bande de 5 cm de large pour adoucir les angles et ajuster les joints. Ces manches étaient peut-être esthétiquement discutables, mais ils offraient une prise en main confortable. Il ne lui restait plus que 15 minutes pour affûter le tranchant de ses 2 couteaux et présenter des armes opérationnelles. De son côté, Cody tentait désespérément d'égaliser ses 2 manches dans un nuage de poussière étouffant qui recouvrait tout l'atelier. Dans la panique générale, son doigt glissa et heurta violemment la bande abrasive en rotation. Cody se coupa profondément, le sang se mettant à couler abondamment. À seulement 5 minutes de la fin de la manche, cette blessure arrivait au pire moment possible. L'intervention d'un médecin fut immédiatement nécessaire pour appliquer un pansement d'urgence. Malgré la douleur et le handicap, Cody devait impérativement terminer son second manche et affûter ses lames. Pour couronner le tout, le pommeau de l'un de ses couteaux se détacha subitement à cause d'un trou trop large et d'une colle époxy qui n'adhérait plus. Sans perdre une seconde, il jeta la pièce défectueuse au loin, espérant que le couteau ne se désintègre pas totalement pendant les examens des juges. Le compte à rebours final retentit. 5, 4, 3, 2, 1. Forgeron, posez vos outils. La deuxième manche est terminée. Les 3 candidats se rassemblèrent.
Épuisés mais soulagés d'avoir survécu à cette épreuve physique et mentale, ils furent invités à rejoindre la zone de test pour la redoutable épreuve de résistance sur les plaques de métal. Le juge en chef s'avança pour évaluer la qualité de fabrication et la solidité structurelle des lames en frappant violemment les tranchants contre le métal rigide. Tim ouvrit la marche, le cœur battant. Ses poignées carrées et massives manquaient cruellement de confort, faisant craindre une blessure à la main lors de l'impact. Lors de l'examen après les frappes, le juge constata que les couteaux avaient globalement tenu bon, bien que l'une des lames ait subi une perte de tranchant notable près de la pointe ainsi qu'un léger écrasement du métal. La seconde lame présentait également des déformations mineures du fil du tranchant, malgré leur aspect très massif et des arêtes de garde un peu trop vives. Les couteaux furent jugés fonctionnels. Ce fut ensuite au tour de Paul Raspe de soumettre ses œuvres au test de force. Paul redoutait une rupture brutale de l'acier sous les chocs répétés. Les résultats se révélèrent excellents. Les structures étaient intactes, montrant seulement un léger écrasement localisé sur le fil de l'une des lames, tandis que les pointes restaient parfaitement acérées et les poignées opérationnelles. Enfin, Cody s'avança à son tour, inquiet que les juges refusent de tester son couteau dont le pommeau avait été retiré. Le juge nota immédiatement que la soie dépassait de manière excessive et désagréable à l'arrière du manche, altérant grandement le confort de prise en main. Cependant, les lames résistèrent remarquablement bien aux impacts sur le métal, ne présentant que quelques imperfections mineures. L'étape suivante consista en un test de pénétration et de tranchant sur le sac de frappe suspendu. Le juge testa d'abord les couteaux de Tim. Si la partie centrale de la lame présentait des signes d'émoussement à la suite du test précédent, la section frontale se révéla extrêmement acérée, permettant des coupes profondes et des estocs efficaces. Les lames de Paul Raspe passèrent également le test avec succès, les zones légèrement déformées n'altérant en rien la capacité des couteaux à trancher et à percer le tissue resistant. Enfin, Cody démontra la qualité de son affûtage, ses lames acérées comme des rasoirs pénétrant le sac sans subir le moindre dommage. L'animateur prit alors la parole pour s'adresser aux 3 demi-finalistes. « Messieurs, nous vous avons imposé un défi extrêmement difficile et toutes vos lames ont vaillamment affronté les tests. Malheureusement, l'un d'entre vous doit quitter la compétition aux portes de la finale. La personne éliminée à l'issue de cette deuxième manche est Tim. » Le juge Dave expliqua que malgré un travail très soigné sur les couteaux, les déformations subies par l'acier et surtout des manches beaucoup trop volumineux et inconfortables en main avaient fait pencher la balance en sa défaveur. Tim accepta la décision avec philosophie, déclarant que la forge faisait partie intégrante de sa vie et le poussant à enchaîner immédiatement avec la seconde alors que l'excitation et l'impatience commençaient à gagner les ateliers. Gary, quant à lui, décida de griller les étapes en passant directement à la machine de forgeage rapide, le Grand Bleu. C'était une décision prématurée qui fit sourciller les observateurs attentifs. En règle générale, il était fortement recommandé d'effectuer d'abord une compression soignée sur chaque face à l'aide de la presse classique. Le Grand Bleu, par sa puissance percutante, risquait de faire éclater les côtés du métal encore fragile. En observant la texture de sa pièce, Gary constata avec inquiétude que le métal ne semblait pas totalement solidaire. Si la soudure intime des couches n'avait pas fonctionné, la lame risquait de présenter des déformations majeures, des fissures ou des délaminations destructrices. Pris d'un doute légitime, il décida d'ouvrir préventivement le boîtier pour vérifier l'absence de cavité interne. Soulagé par l'aspect visuel de son acier qui semblait finalement sain, il commença à étirer le métal avec vigueur. Pendant ce temps, alors qu'il ne restait plus que 2 heures au compteur, Paul Raspe travaillait à une vitesse phénoménale. Installé devant la presse, il façonnait son lingot avec assurance. Cependant, certains remarquèrent que son acier refroidissait rapidement, ce qui ajoutait une tension supplémentaire sur la structure métallique.
C'est précisément de cette manière que se forgeaient les destins dans l'enceinte de l'atelier. La seule véritable crainte de Paul était de se focaliser excessivement sur une tâche au point dent. Oublier la seconde pièce restée dans le feu de la forge. Heureusement, le métal réagissait bien et commençait à prendre une forme harmonieuse. Paul commença à marteler les extrémités pour donner naissance à un profil de couteau à pointe. Tombante. Un choix idéal tant pour les travaux de précision que pour les tâches de coupe plus vigoureuses. Il étira le métal sur la longueur requise avant de façonner définitivement les pointes, faisant preuve d'une grande aisance avec les machines. Les observateurs savaient qu'il fallait toujours se méfier des tempéraments calmes et posés, car ils révélaient souvent une force insoupçonnée pendant la compétition. La tâche restait d'une délicatesse extrême, car les deux lames devaient impérativement présenter les mêmes dimensions et le même profil, ce qui imposait de travailler les deux pièces de manière rigoureusement identique. Alors que Paul constatait avec satisfaction que sa première ébauche était correcte, un cri de détresse retentit de l'autre côté de l'atelier. Gary faisait face à un problème majeur sur sa seconde pièce. Une ligne sombre et suspecte apparaissait distinctement au milieu du métal. Il devint évident qu'une section entière de la soudure n'avait pas tenu au cœur de la matière. Gary était bouleversé. S'il laissait cette fissure béante en l'état sans tenter de la combler immédiatement, l'élimination serait inévitable. Et le temps lui manquait cruellement pour recommencer le travail depuis le début. Entre la chaleur touffante de la forge. Le stress grandissant et le chronomètre qui tournait sans relâche. Il devait impérativement trouver une solution de secours. Les délaminations étaient apparues au pire moment possible. Jetant des regards anxieux alternés entre l'horloge et son morceau d'acier, Gary inspecta la pièce sous tous les angles pour repérer la faille. Il devait absolument combler les vides pour éviter une contamination par de l'acier doux qui scellerait définitivement son retour à la maison. Bien que cette solution soit loin d'être idéale, elle lui permettait au moins d'attaquer la mise en forme de la soie de la lame. L'animateur éleva de nouveau la voix pour annoncer une étape charnière. « Messieurs, il ne vous reste plus que 60 minutes. 60 minutes pour mener à bien 2 couteaux en parallèle. » Pour Paul Raspe, la soie de ses couteaux était désormais prête, et il s'attaqua au tracé des pointes. Il prit une première ébauche, dessina précisément le profil souhaité à l'aide d'une pointe à tracer, puis reporta la forme sur la seconde pièce pour garantir une symétrie parfaite. Confiant et serein, il posa ses mains sur la lame qui lui plaisait le plus, prêt à procéder à l'étape cruciale de la trempe. C'était généralement à ce moment précis du processus que le métal décidait de fissurer ou de tenir. Bon. Cody Adelson plongea à son tour sa lame dans le liquide de trempe. En la ressortant, il constata un léger voile, une déformation mineure de la structure. Mais il resta persuadé de pouvoir corriger ce défaut lors des étapes ultérieures de meulage. Il enchaîna avec la trempe de sa deuxième lame, qui se déroula cette fois sans le moindre accroc. Cody avait hâte de présenter un ensemble de lames soignées et élégantes au juge, pour maintenir un profil et des émoulures parfaitement identiques sur ces 2 pièces. Il utilisera une astuce ingénieuse en fixant les 2 lames ensemble à l'aide de pinces de serrage. Pendant la phase de meulage, Tim adopta la même stratégie, fixant ces 2 lames ensemble pour leur donner un profil rigoureusement identique à la ponceuse à bande. Connaissant l'exigence des juges, Tim décida de consacrer un soin tout particulier au traitement thermique afin de rendre ses Creations Ultra Resistance. Il trempa sa première lame avec succès, puis la seconde, obtenant un résultat impeccable qui le remplit de joie. En tant que cadre dans une grande entreprise, Tim savait parfaitement gérer la pression au quotidien. Sa silhouette athlétique rappelait également son passé de footballeur professionnel. Une expérience qui lui avait appris à garder confiance en lui pour prendre les décisions qui s'imposaient dans les moments critiques. Contre toute attente, Gary parvint lui aussi à sauver ses lames endommagées et procéda à la trempe de sa première pièce. Aucun bruit suspect de fissuration ne se fit entendre, malgré les imperfections visibles. Sa priorité absolue restait de présenter 2 couteaux terminés dans les temps.
Paul Raspe acheva également la trempe de ses deux lames sans constater de défaut majeur et commença. Un leger meulaje definition. Soudain, le décompte final retentit dans l'atelier. 5, 4, 3, 2, 1. Posez vos machines. Déposez vos outils. La première manche est officiellement terminée. Bien joué, messieurs. Gary souffla de soulagement, conscient que ses lames étaient loin d'être parfaites. Mais fier d'avoir surmonté tous les obstacles. L'animateur rassembla les candidats devant la table des jurés. Messieurs, au cours de cette première manche, nous vous avons demandé de forger 2 lames identiques à partir de boîtes en acier de Damas. D'après ce que nous voyons, vous avez tous fourni un travail remarquable. Cependant, l'heure du verdict a sonné. Tim, veuillez avancer et présenter votre travail. Le juge inspecta les 2 pièces de Tim et déclara que c'était un joli travail. Bien que les émoulures présentent quelques légères irrégularités ici et là, l'épaisseur restante permettait largement de corriger ces défauts. Un petit creux inhabituel marquait le profil du tranchant, mais dans l'ensemble, le travail restait de bonne facture. Paul Raspe présenta ses œuvres à son tour. Le juge apprécia la grande similitude entre les 2 couteaux et salua l'originalité d'avoir placé les billes d'acier dans l'une et le reste du métal dans l'autre. L'acier semblait extrêmement solide et les émoulures étaient propres, nécessitant simplement un léger nettoyage de finition pour la suite. Ce fut ensuite au tour de Cody Adelson de soumettre ses lames à l'examen. Le juge constata une excellente longueur et des lames parfaitement droites et lisses. Malgré quelques imperfections mineures de surface, le travail d'ensemble était jugé magnifique. Enfin, Gary s'avança avec appréhension. Le juge nota que la soudure initiale semblait correcte sur une partie de la lame, mais pointa du doigt plusieurs zones critiques sur le flanc et le dos de la pièce où le métal n'avait visiblement pas fusionné. De plus, les profils des 2 couteaux présentaient des différences notables et manquaient de longueur. L'animateur reprit la parole d'un ton grave. « Messieurs, vous avez présenté de belles pièces. Mais 3 candidats seulement peuvent poursuivre l'aventure. Les juges ont rendu leur verdict. La personne qui doit quitter la forge immédiatement est Gary. » Le juge Jeff prit la parole pour expliquer cette décision. « Gary, vous pouvez être fier d'avoir mené ce défi jusqu'au bout. Mais vos lames ne sont malheureusement pas identiques et présentent des délaminations majeures qui compromettent gravement la structure même de l'acier. Cela aurait demandé un travail de correction bien trop important par rapport à vos concurrents. » L'animateur remercia chaleureusement Gary pour sa participation et sa persévérance, avant de lui demander de quitter l'atelier. Bien que déçu de cette élimination précoce, Gary confia sa fierté de son tranchant. Enfin, l'ultime test de coupe sur un mannequin de gel de silice confirma la perfection des affûtages. L'arme de Paul réalisa des lacérations nettes et profondes à chaque passage, tandis que le tranchant rasoir de la 5DEA de Cody coupa si profondément que la structure même du mannequin en fut déstabilisée. Après une délibération finale serrée entre 2 œuvres d'art de la coutellerie, les juges rendirent leur verdict et couronnèrent Cody du titre de champion de la forge, lui remettant le chèque de $10 000, dont la lame avait été jugée légèrement plus lourde et moins maniable que celle de son adversaire. Accepta la décision avec une immense fierté pour son parcours et son épée, honoré d'avoir partagé cette finale de haut niveau. Cody savoura sa victoire comme la cerise sur le gâteau d'une aventure humaine et technique inoubliable, célébrant l'art intemporel de la forge. Il était une fois, dans un petit atelier niché au cœur d'une région verdoyante. Une atmosphère chargée d'électricité et de passion. Paul Raspe, un ingénieur électricien de 42 ans qui avait consacré une grande partie de sa vie à travailler pour la prestigieuse agence spatiale de la NASA, se tenait devant son enclume. En tant qu'ingénieur, Paul comprenait parfaitement les phénomènes physiques complexes, notamment les subtilités du traitement thermique. Cette expertise technique faisait de lui un forgeron amateur redoutable, doté d'une précision chirurgicale. À ses côtés se trouvait Cody Adelson,
un jeune homme dynamique de 29 ans qui pratiquait la forge en amateur depuis seulement 2 ans. Pour se préparer à ce moment crucial, Cody avait contacté Tyler Akbar, le célèbre vainqueur du tournoi de l'armée, qui lui avait enseigné les secrets de cet artisanat ancestral. Cody savait que cette discipline exigeante lui réservait encore bien des leçons. Non loin d'eux, Gary Riemann, un jeune homme de 23 ans passionné et truculent, arborait un sourire confiant, malgré ses 5 années d'expérience en forge amateur. Gary considérait chaque session avec ses amis comme un véritable capharnaüm, affirmant avec humour que tous les forgersons qu'il connaissait étaient de grands passionnés de technologie, de véritables passionnés d'informatique et de jeux. Soudain, une voix résonna dans le grand atelier, brisant le murmure des forges et captivant instantanément l'attention des participants. « Bienvenue à la forge, messieurs », annonça l'animateur d'un ton solennel. « Vous avez tous les 4 choisi de participer à la plus grande compétition de forge. Cette aventure extraordinaire va se dérouler en 3 manches distinctes. À la fin de chaque étape, l'un d'entre vous sera éliminé de la course. Sachez que toutes les décisions finales seront prises par les juges installés juste derrière moi. Ce sont eux, et eux seuls, qui détermineront qui est le meilleur forgeron et qui repartira avec un chèque exceptionnel de 10 000 $. Je sais que vous êtes impatients et prêts à commencer, alors sans plus attendre, c'est parti. Forgeron, vos enclumes sont actuellement recouvertes d'un tissu protecteur. Allez-y, retirez-le maintenant. Sous les tissus découverts. Les yeux des candidats s'écarquillèrent en découvrant les matériaux mis à leur disposition. Chacun faisait face à 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis d'acier de taille diverses. L'animateur reprit la parole pour préciser les règles strictes du défi. Votre tâche aujourd'hui consiste à fabriquer non pas un seul couteau, mais 2 couteaux rigoureusement identiques. Nous allons fabriquer de l'acier de Damas en boîte. Une technique qui s'annonce particulièrement stressante. Vous devez réaliser 2 couteaux en acier de Damas selon votre style personnel, tout en respectant scrupuleusement les paramètres suivants. Vos lames doivent impérativement mesurer entre 18 et 23 cm de longueur. De plus, sachez que ceux qui parviendront à franchir cette première étape et à atteindre la 2e manche devront obligatoirement ajouter une garde et une poignée à ces lames pour en faire des armes. Parfaitement Functionals. Les juges évalueront ensuite leur solidité ainsi que leur durabilité sur une plaque de métal épaisse, puis leur force et leur tranchant sur un sac de frappe suspendu. Forgeron, vous avez exactement 3 heures devant vous pour relever ce défi. Bonne chance à tous. Le compte à rebours commence maintenant. La tension monta d'un cran. Utiliser 2 morceaux d'acier provenant d'un sac de frappe était une situation tout à fait inhabituelle pour ces artisans. Paul Raspe, fort de son esprit analytique, commença immédiatement à planifier sa stratégie. Il savait qu'il devait mener plusieurs actions de front pour optimiser son temps. Son plan était clair, il allait s'occuper du premier récipient. Le placer dans le feu destructeur de la forge pour le faire monter en température, tout en préparant activement le second. Les contenants renfermaient amplement assez d'acier pour concevoir des lames de 20 cm, ce qui rassurait grandement les participants. Cody Adelson, quant à lui, ressentait une légère appréhension en pensant au timing serré. D'ordinaire, il fabriquait un seul couteau par mois. Devoir en réaliser 2 en l'espace de seulement 3 heures lui semblait totalement insensé, presque irréel. Pour optimiser ses chances et obtenir des motifs de Damas aussi proches et homogènes que possible, Cody décida de répartir équitablement les morceaux de métal, faisant moitié-moitié dans chaque boîte. Il veilla à fermer hermétiquement les conteneurs tout en laissant un infime filet d'air pour éviter que la pression accumulée ne fasse exploser le couvercle sous l'effet de la chaleur intense. Il installa les 2 boîtes simultanément dans le foyer de la forge, convaincu qu'il parviendrait à terminer au moins une lame. Même si gérer 2 boîtes métalliques en même temps restait une toute autre histoire. Pendant ce temps, Cody utilisait méthodiquement de l'acétone pour nettoyer minutieusement l'intérieur de ces boîtes de
conserve afin d'éliminer toute impureté résiduelle. C'était une excellente initiative car dans ce genre d'exercice, le moindre déchet peut ruiner une soudure. Gary, quant à lui, choisit une approche différente et plus risquée. Sans prendre le temps de nettoyer son métal de manière approfondie, il commença directement à assembler ses pièces pour la soudure. C'était un pari audacieux, mais le jeune homme affichait une confiance inébranlable, persuadé que sa méthode fonctionnerait sans encombre. Paul Raspe, de son côté, remplissait ses conteneurs en veillant avec soin à ce que la poudre d'acier s'infiltre dans les moindres interstices. Il savait pertinemment qu'un vide dans l'acier provoquerait une catastrophe structurelle. Irreparable. Paul confia qu'il avait l'habitude de fabriquer des couteaux identiques dans sa propre forge, et que l'idée de mener de front 2 créations simultanées ne l'effrayait pas le moins du monde. Après avoir rempli ses boîtes, il prit le temps de limer soigneusement les couvercles. En effet, souder les couvercles uniquement par l'extérieur présente le risque de les voir sauter sous la puissance phénoménale de la presse hydraulique. Certains artisans préféraient insérer le couvercle directement à l'intérieur du conteneur pour contenir la pression. Mais Paul estimait qu'il était bien plus efficace de fermer l'ensemble en éliminant totalement les vides d'air. Le chronomètre tournait inexorablement, affichant désormais 2h30 restantes. À ce stade, la gestion de la température devenait une question de vie ou de mort pour les lames. Sans une chaleur adéquate et parfaitement maîtrisée, la soudure de la boîte ne pouvait tout simplement pas prendre. L'objectif était d'atteindre une température idéale, comparable à la couleur du beurre fondu, puis de maintenir la pièce dans le feu pendant 10 minutes supplémentaires pour s'assurer que le cœur du métal soit aussi chaud que sa surface. C'était une étape critique. Tim, l'un des participants les plus concentrés, parvint à obtenir cette couleur parfaite. Il déplaça sa boîte vers la presse et appliqua une pression ferme et uniforme sur les 4 côtés. Le résultat semblait solide et prometteur, ce qui incita les autres à suivre le mouvement. Paul Raspe se lança à son tour, appliquant les précieux conseils qu'on lui avait toujours répétés. Attendre 5 minutes de plus quand le métal semble assez chaud pour garantir une homogénéité thermique totale. Une mauvaise soudure provoquerait l'ouverture brutale du boîtier, faisant sauter la plaque d'acier. Fort heureusement, Paul évita ce piège. Cody obtint lui aussi une température optimale et se montra d'une délicatesse remarquable lors de sa première pression. Obtenir un premier boîtier réussi était déjà une tâche complexe. Et Cody se disait agréablement surpris, sachant qu'il y avait toujours une part de chance avec l'acier de Damas en boîte. La première boîte de Cody réagit magnifiquement bien à la presse.